Et on accueille Frédéric Tissot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin spécialiste de santé publique, French doctor, diplomate, grand défenseur de la cause turque. Et Kurde. Qu'est-ce que j'ai dit turc? Kurde. Et vous publiez L'homme debout, que vous avez coécrit avec Marine de Tilly, qui est sorti chez Stock. Vous racontez votre vie au cœur des grands conflits humains. 40 ans sur le terrain, au Maroc, au Kosovo, à Haïti. Vous avez été chargé de mission, conseiller de ministre, premier consul de France au Kurdistan irakien. Aujourd'hui, vous coordonnez les 115 de l'Île-de-France. Est-ce que, au bout de 40 ans, vous croyez toujours en l'action humanitaire? Je crois en l'action de l'homme, qu'elle soit humanitaire ou pas. J'ai jamais fait de différence. C'est l'action de l'homme et je suis toujours capable de changer le monde. Si je ne le suis pas, qui le serait donc? Comment est-ce qu'on choisit, quand on a fini ses études de médecine, de faire de la médecine humanitaire? Comment est-ce qu'on se dirige? Est-ce que c'est un hasard de la vie pour vous? Non, mais c'est le hasard. Il s'est trouvé qu'à ce moment-là, on a appelé cela d'aller au cœur des conflits, comme je l'ai fait en Afghanistan, au Kurdistan ou ailleurs, de l'action humanitaire, de la médecine humanitaire. Bon, c'était de la médecine. Oui, mais vous auriez pu exercer dans un hôpital. Bien entendu. En France, bien entendu, ou en libéral. Et ça aurait été très bien et ça m'aurait beaucoup plu. Il s'est trouvé que, comme je le raconte dans mon livre, je suis parti au Maroc. D'abord, je suis né en Algérie, c'est pas un hasard, c'est comme ça. Mes parents y étaient. Je suis parti au Maroc en tant que médecin pendant mon service militaire. J'ai découvert qu'il y avait des populations qui vraiment nécessitaient d'avoir accès à un médecin. On ne disait pas accès à, mais n'empêche que c'était ça. Et donc, je suis toujours allé au plus près des personnes, des patients, des personnes malades, des blessés, des enfants, des femmes, des familles qui avaient besoin d'un médecin. Toujours. Et j'ai continué cela jusqu'à aujourd'hui. Oui, justement, vous avez vu effectivement les pires horreurs qu'il pouvait y avoir sur la planète. Aujourd'hui, donc c'est avec les 115 que vous travaillez, vous confrontez maintenant à la misère qu'il y a en France? Mais la misère a toujours existé en France. On s'en est aperçu plus ou moins. Là, on la voit. Les 115 et tout cela a été fait a été mis en place de façon à ce que justement ces personnes dans la misère, ces personnes vulnérables, comme on dit, puissent avoir accès à des soins ou à des hébergements pour le 115 par exemple. Le 115, c'est le SAMU social. C'est le SAMU social. Dans chaque département de France, il y a un 115. Tout le monde peut l'appeler s'il a besoin d'être hébergé. Ça ne répond pas toujours, parce qu'il y a beaucoup de gens, trop de gens, malheureusement, qui n'ont pas d'hébergement dans notre pays. Il faut le savoir, et je m'en occupe. Voilà. Mais il y a une population et un pays qui a compté plus que tous les autres, probablement, dans votre carrière, c'est le Kurdistan et les Kurdes, leur cause, à tel point qu'à un moment donné, vous étiez presque un combattant kurde. Oui, mais je le suis toujours. On peut être combattant ou militant sans porter d'armes. J'ai toujours défendu la cause des Kurdes, car effectivement, il y avait une injustice énorme, historique, en 1920, à la chute de l'Empire ottoman, où les Kurdes ont été séparés, éparpillés dans 4 pays, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Irak, l'Iran, la Turquie, Syrie. On parle toujours des Kurdes, personne ne sait bien. Mais bon, maintenant, on commence à en parler, j'en parle beaucoup, j'essaye d'en parler, car effectivement, au nom de quoi ces Kurdes, par exemple, les Kurdes d'Irak aujourd'hui, n'auraient pas leur indépendance? Pourquoi? J'espère bien que la France y fera en sorte d'eux, appuiera. Pourquoi vous êtes resté là-bas plusieurs années d'abord en tant que médecin, oui, dans les montagnes, oui, aller soigner les combattants, etc. Vous avez épousé leur cause. Pourquoi est-ce que vous n'y êtes pas finalement resté? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, vous avez senti le besoin, ou vous avez répondu à l'appel d'aller ailleurs dans le monde, continuer votre boulot d'humanitaire? Mais c'est tout simple. Je suis tombé amoureux. Donc j'ai suivi une femme. Enfin, j'ai demandé à une femme de me suivre, Catherine. Et donc, nous sommes partis ailleurs, dans le Haut-Atlas au Maroc. Et nous avons créé de toutes pièces une circonscription sanitaire. Et c'était pareil que chez les Kurdes. Sauf qu'il n'y avait pas de canons et d'avions qui nous bombardaient au Maroc. Donc c'était plus facile pour avoir des enfants. Voilà. Et ça, vous a soutenu toute votre vie. Vous le racontez très bien, c'est-à-dire que ça ne pose pas de problème que vous partiez du jour au lendemain à l'autre bout du monde. Exactement. Elle m'a dit, c'est ta vie, je le sais depuis le début. De toute façon, je ne pourrai jamais t'en empêcher. Et donc, elle m'a appuyé. C'était difficile, ça a été très difficile, bien entendu.
d'avoir son mari de l'autre côté de la terre, au milieu des combattants, des avions, etc., etc. Alors, pour nos téléspectateurs qui verraient que vous êtes en fauteuil, c'est pas sur un terrain de guerre que vous avez été blessé, c'est un accident survenu quand vous étiez à Haïti, c'est ça? Tout à fait. J'étais devenu conseiller de la ministre de la Santé à Haïti pour le compte de notre ministère des Affaires étrangères et j'ai eu un accident. Une ligne électrique m'a projeté, j'ai été foudroyé en quelque sorte. Je suis tombé, je me suis... Voilà. Je suis paraplégique, fracture explosion de L1, très bien, tout le monde connaît ça. Voilà. Et j'ai continué à vivre. Je suis en fauteuil roulant. Et alors? Est-ce que ça a été pour vous un basculement quand même? Est-ce que là, aujourd'hui, vous en parlez avec le recul nécessaire qui fait que vous êtes toujours dans le combat, mais au moment où ça vous est arrivé, est-ce que ça vous a fait vaciller? Non, je m'y attendais. Je m'y attendais. J'aurais dû mourir déjà 10 fois. Vous dites à plusieurs reprises dans le... Je le dis, mais bien sûr. Et là, je ne suis que tombé. Et je ne suis devenu que paraplégique. Super, la classe. Et en plus, dans un système de santé qui m'a remis immédiatement en place. Est-ce que vous soutenez tout le combat actuellement des personnes en situation de handicap qui veulent et qui ont demandé au président Macron notamment que tout soit accessible, que tout soit plus facile en France? Alors j'ai beaucoup de mal avec cela, que tout soit accessible. Et tout soit accessible, ça coûtera combien de centaines de milliards? Voilà, il y a je ne sais pas combien de personnes en fauteuil roulant et d'autres. Il faut faire en sorte d'améliorer de toute façon, toujours améliorer. Que tout soit accessible. Moi, je ne veux pas qu'on casse tous les monuments, qu'on casse tout, pour... On est en fauteuil roulant, ok. On n'a pas accès à tout, ok, c'est comme ça. On vit avec ça et on vit très bien. Je préfère dépenser tout cet argent à d'autres choses. Nous avons besoin de cet argent aussi sur autre chose. Il faut faire le maximum pour les personnes à mobilité réduite, il faut faire le maximum pour tous les autres vulnérables qui n'ont pas la chance, pardon de ce que je vais dire, qui n'ont pas la chance d'être en fauteuil roulant. Et cela, on ne les voit pas souvent. Ce n'est pas un lobby qui, au niveau du pouvoir politique, peut dire « hey, nous existons nous aussi ». J'en connais plein des comme ça. Il faut y penser. Qu'est-ce qui vous met en colère aujourd'hui? Ça, bien entendu. L'injustice me met en colère toujours. Est-ce que notre pays est suffisamment accueillant pour les migrants qui fuient des pays en guerre? On n'est jamais assez accueillant, mais on est accueillant. Notre pays, en tout cas, les Français sont très accueillants. Même si ça n'avait pas été terrible toutes les dernières années avec Calais, etc. Mais les Français sont accueillants, on le voit, on le sait. Alors, bien entendu qu'il y a toujours des manifestations. Eh bien, tant mieux. On peut manifester quand on n'est pas content que notre commune va accueillir, etc. Une fois qu'ils sont accueillis, il y a des manifs? Il n'y a pas de manifs. Parce qu'il y a des gens comme vous et moi on sait accueillir les autres. C'est tout. Si on aime l'autre, si on reconnaît l'autre, si on le respecte, si on respecte sa dignité, on l'accueille. C'est tout. Et c'est ce qui se passe. C'est quoi votre projet encore? Qu'est-ce que vous voulez faire? J'enseigne et c'est pas mal de transmettre certaines valeurs. On m'a demandé d'enseigner à Sciences Po relations internationales. Vous vous rendez compte? Moi qui ai eu mon bac tout juste avec la petite moyenne. Et là, ces élèves qui ont tous très bien au bac, qui sont l'élite, paraît-il. Tous nos présidents, ou presque, maintenant sont énarques et tous les ministres, etc. Et Sciences Po, ENA. Bon, il faut qu'ils connaissent aussi ce qu'est la vie. Qu'est-ce que c'est que la vie quand on prend des décisions? J'en parle dans ce livre. Et c'est pas facile, n'empêche qu'il faut les prendre. Il ne faut pas attendre 4 heures. Parfois, c'est clac, 1 seconde, avec des problèmes éthiques majeurs. Mais je peux vous dire que quand j'enseigne, j'enseigne pas, je raconte. Et je vois les têtes de mes étudiants, la bouche bée, bon, ça marque. Et comme ils me disent, c'est quand même mieux que ce qu'on nous raconte parfois dans des livres, etc. Que la théorie pure, c'est sûr. Que la théorie pure, voilà, et c'est très bien, je crois. Merci beaucoup. L'homme debout, Frédéric Tissot, donc c'est chez Stock. Et c'est un récit formidable. Merci, Vraiment. oui, Merci. tout à fait.
Une chose. Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup d'amis qui me le disent et des lecteurs anonymes. Et je suis assez content parce que. On se laisse emporter, oui. On se laisse emporter, paraît-il, et tant mieux que certains, au moins, se laissent emporter. Une dernière chose, actuellement, mon combat, c'est aussi faire en sorte que les Kurdes d'Irak puissent obtenir leur indépendance. C'est très important. C'est une injustice qui dure depuis 100 ans. Au nom de quoi la France n'appuierait-elle pas la demande d'indépendance des Kurdes d'Irak? Au nom de quoi? C'est tout. Que notre président et que notre diplomatie, qui sont tout à fait capables de le faire, travaillent là-dessus. Merci beaucoup. Tout à l'heure, à 14h30, Allô Docteur, on va parler des plantes qui sont bonnes pour la mémoire. On verra comment augmenter ses capacités de mémorisation et sa concentration en cette période marquée justement par les examens des étudiants.